Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans l'heure libre. On est ensemble jusqu'à 11h sur Sud Radio en partenariat avec Factuel.media. Alors c'est une heure d'analyse approfondie, de décryptage des affaires qui ont fait l'actualité de la semaine. C'est votre rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio avec le monde des faits divers mais aussi les faits de société. On va revenir sur un certain nombre de polémiques, notamment aujourd'hui. D'abord le fameux Tahiti Gate. Alors ce terme ne s'invente pas évidemment. Qu'est allé faire un Hidalgo à Tahiti pendant 3 semaines. On va démêler le vrai du faux avec Victor Lefebvre de Factuel.media. On va aussi revenir sur cette polémique de la semaine, peut-être même des mois qui reviennent. Le policier, auteur du tir qui a tué le jeune Naël, a été relâché. Est-ce une décision juste ou pas? Sachez en tout cas que la mère du jeune Naël appelle à un rassemblement demain à 15h. Ce sera notre débat avec nos 2 invités. Et puis à la fin, un autre policier qui publie une lettre ouverte et s'adresse au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le ministre en fait-il trop lorsqu'il se targue d'expulser les clandestins? Beaucoup de bruit pour pas grand-chose, Darmanin. On en parlera dans l'heure libre. Bienvenue à vous, on est ensemble jusqu'à 11h. L'heure libre, Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai et disons les choses. Nous sommes avec Victor Lefebvre. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Journaliste à Factuel.media. Vous avez enquêté pour Factuel et vous avez publié hier notamment une enquête. Qu'est-ce qu'est allée faire la maire de Paris, Anne Hidalgo, pendant près de 3 semaines, on est bien d'accord? 3 semaines exactement. 3 semaines à Tahiti. Évidemment, c'est une destination de rêve et de vacances pour les Français. Ça fait toujours jaser. On a tout entendu. D'abord, rappelons le motif officiel de ce voyage. C'était quoi? Alors, le motif officiel de ce voyage, initialement, c'était la visite et l'inspection d'un site d'une épreuve des Jeux Olympiques à Tahiti, une épreuve de surf qu'en réalité, Anne Hidalgo n'a même pas visité. Alors, c'est pas la seule chose qu'elle a fait au cours de ce voyage. Elle s'est rendue également en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, donc, et enfin en Polynésie, ici pour des raisons personnelles. Exactement. Alors, toutes ces raisons, bien sûr, ont fait jaser, il faut bien le dire. Combien de temps a duré ce voyage? Alors, il a duré 3 semaines en tout. Il a commencé le 16 octobre dernier. Anne Hidalgo est rentrée le 5 novembre. Et en fait, pour découper un peu le voyage, elle a passé en fait 1 semaine en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti, donc à Nouméa et à Tahiti. Elle a rencontré des élus locaux. Elle a visité le congrès, le Sénat local aussi en Nouvelle-Calédonie à Nouméa. Et ensuite, elle est partie donc le 21 octobre et elle s'est rendue cette fois-ci sur une petite île qui est à côté de Bora Bora, donc en Polynésie française, Pacifique Sud, donc à 16 000 km, plus de 16 000 km de Paris. Et là, pour des raisons personnelles, en fait, la réalité, c'est qu'elle a rendu visite à sa fille, à son gendre et à ses petits-enfants qui se sont installés là-bas il y a quelques années. Alors, il y avait une info qui était sortie dans le journal local Tahiti Info qui disait que peut-être Anne Hidalgo s'était rendue en réalité au mariage de sa fille. Alors ça, on a enquêté, en réalité, c'est pas le cas. Sa fille s'est mariée en février dernier. Mais effectivement, c'est pour des raisons uniquement personnelles. Donc on peut s'interroger sur le motif réel de ce voyage. Bon, en gros, était-ce un voyage de travail, un voyage officiel ou était-ce un voyage à des fins familiales? Et après tout, ce serait pas choquant du coup d'ailleurs qu'une mère rende visite à sa fille qui habite concrètement aux Antipodes. Combien a coûté ce déplacement? Alors les chiffres de ce déplacement, ils ont été publiés par la mairie de Paris lorsque Anne Hidalgo est rentrée en France à Paris. Donc il a coûté près de 60 000 euros. Donc le découpage, c'est à peu près 40 000 euros de frais de transport, donc de déplacement, et 19 000 euros à peu près de frais de restauration et d'hébergement. Alors, chose importante, Anne Hidalgo n'était pas seule dans ce déplacement. Et quand vous parlez de ces frais, ils concernent plusieurs personnes. Absolument. Qui étaient avec elle? Donc la délégation c'était 6 personnes en tout. Alors il y a une chose étonnante, c'est qu'il y avait son directeur de cabinet qui se déplaçait, ce qui est une anomalie totale en politique. Normalement, le directeur de cabinet n'est pas censé se déplacer accompagné à un édile local. Il est censé rester sur place. Il aurait dû rester à la mairie pour garder la maison entre guillemets, et ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est une première interrogation. Par ailleurs, ce déplacement n'a jamais été inscrit à l'agenda officiel d'Anne Hidalgo. Donc il était prévu de longue date, c'est ce qu'a dit la mairie, mais il n'a jamais été annoncé officiellement. Est-ce que ça signifie que dans ce cas-là qu'il y avait 3 semaines de vide dans l'agenda officiel d'Anne Hidalgo, dans la mesure où le déplacement a duré 3 semaines? 3 semaines de vide. Donc on l'a appris, l'opposition de droite au Conseil de Paris s'en est émue, évidemment, et s'en est offusqué, et on l'a appris alors qu'Anne Hidalgo était donc à Nouméa. Alors, ce qui est étonnant aussi du point de vue communication, c'est que la ville de Paris a communiqué sur, on voit Anne Hidalgo, vous avez peut-être vu la vidéo en train de faire du vélo dans les rues de Paris, ça a été publié sur Instagram, alors qu'à ce moment-là, elle était à Nouméa. Bon, ça tombe mal, effectivement. Vous avez parlé de son directeur de cabinet, d'Anne Hidalgo. Quelles autres personnes? Il y avait donc son chef de cabinet, son directeur de cabinet, son adjoint au sport, et c'est lui en réalité qui a visité l'épreuve de surf
à Nouméa à la place d'Anne Hidalgo, puisqu'elle a dit qu'elle devait donc se rendre en Polynésie. Donc elle a écourté son voyage pour se rendre en Polynésie. D'accord. Donc ces frais dont on parle, on est à 20 000 € à peu près de frais de restauration. C'est pour 5 personnes. C'est pour 6 personnes en comptant Anne Hidalgo. 6 personnes sur 3 semaines. Ce qui voilà, est sur 3 semaines. assez... Alors, ce qu'a précisé la mairie de Paris, c'est que Anne Hidalgo a payé ensuite son billet retour. D'ailleurs, le conseil de la déontologie de la ville de Paris a dit qu'il n'y avait pas de délit, pas de conflit d'intérêt. Ça, c'est important de le préciser. C'est très important d'aller y venir d'ailleurs. Donc, effectivement, il n'y a pas, selon eux, il n'y a pas eu de délit. Alors, précision aussi importante, c'est que ce conseil des déontologues de la ville de Paris, il a été instauré par Anne Hidalgo elle-même. C'est elle qui les a nommés, donc on peut s'interroger sur leur indépendance. Mais effectivement, donc elle a payé son billet de retour. C'est à peu près 860 € le billet retour. Elle a pris pour le coup une compagnie low cost qui s'appelle French Bee pour rentrer à Paris. Ce qui signifie que le voyage officiel n'était pas en compagnie low cost pour sa part. Et donc ça, c'était pour le coup les 60 000 € dont on parle. C'est bien de l'argent public du contribuable. Oui, c'est de l'argent public. Alors une association a porté plainte. Elle a porté plainte pour quel motif ? Elle a porté plainte pour détournement de fonds publics. D'accord. Alors, on le précise, c'est juste une plainte qui a été déposée. L'association s'appelle AC, comme les 2 lettres, AC Corruption. On attend pour l'instant la décision du parquet d'ouvrir une information ou non. Et on n'a pas de nouvelles à ce stade. Pour l'instant, non, le parquet de Paris ne s'est pas saisi de l'affaire. Je peux vous donner simplement le contenu de la plainte qui est quand même intéressant. Donc la plainte, donc effectivement, AC Anticorruption dit « Nous avons de graves indices concordants qui tendent à laisser penser que Madame Anne Hidalgo et les autres participants au voyage, donc sa délégation, ont usé d'un prétexte public pour financer un voyage d'agrément en Polynésie, donc sur les deniers publics. » Donc ça, c'est le motif et l'intitulé de la plainte. On verra donc si la justice décide d'aller plus loin, sachant que ce n'est pas encore donné. Qui a payé cet argent ? C'est la mairie de Paris en tant que telle ? C'est de l'argent public qui est avancé par la mairie, c'est l'argent du contribuable, pour le dire concrètement. Quels sont, faisons le tour aussi des rumeurs qu'on a pu entendre. Qu'est-ce qu'on peut démêler dans le faux qu'on a pu entendre ? Quelles sont les fake news qui ont circulé à ce sujet ? Alors, je vous en parlais, le mariage de sa fille, c'est pas le cas. Elle s'est mariée en février dernier, c'est faux, c'est une erreur. Bon, elle a été supprimée très rapidement ensuite de la part des journaux locaux. Le faux également, c'est de dire que Anne Hidalgo, en fait, alors si vous voulez, il y a eu des couacs au niveau de la communication. C'est-à-dire que la mairie de Paris a dit dans un premier temps, tout a été financé sur de l'argent public. Ensuite, elle s'est rétractée en disant non, en fait, elle a payé le retour. Voilà. Mais le problème, c'est que les déontologues qui ont examiné ces billets de retour n'ont pas examiné les billets de retour de toute la délégation. Et il faut savoir qu'il y en a 2 de membres de cette délégation qui sont restés aussi après la visite officielle et qui sont restés pour un séjour privé. Et eux, on ne sait pas s'ils ont avancé avec leurs propres sous ou si c'est de l'argent public également qui a financé leur voyage. Donc manque de transparence, révélez-vous dans votre enquête. Manque de transparence, et on peut s'interroger, la vraie question centrale, c'est de savoir effectivement si ce voyage, comme le dit l'opposition parisienne au Conseil de Paris, n'était pas en réalité un voyage alibi qui a été, rappelons-le, préparé dès juillet dernier. Chose importante, si on revient quand même sur le motif qui est celui qui a été donné publiquement pour justifier ce déplacement à Tahiti, l'inspection des épreuves de surf, ça tombe plutôt mal, parce que ce que vous nous confirmez, c'est que la personne qui est en charge de ces épreuves sur place, elle était à Paris au même moment. La personne qui a visité, l'adjoint au sport, donc qui s'appelle Pierre Rabadan, il a visité les épreuves à la place d'Anne Hidalgo. C'est ça. Effectivement, Anne Hidalgo n'était pas présente, donc c'était l'un des motifs invoqués pour ce voyage, et il n'a même pas été appliqué. Et c'est ça. Et si on ajoute que Naema Temari, la ministre des Sports polynésienne, était à Paris à ce moment-là, ça tombait plutôt mal aussi pour une visite de ce motif. Anne Hidalgo était outrée de cette polémique, il faut bien le dire. Elle a dénoncé d'ailleurs le harcèlement et le sexisme que subiraient, d'après elle, les femmes politiques de gauche. Elle s'est comparée à la première ministre finlandaise aussi, qui, rappelez-vous, avait publié des vidéos dans une soirée en train de faire la fête. Mais donc, elle a fait la fête ou elle a pas fait la fête alors là-bas ? Anne Hidalgo ? Ouais. Ça, l'histoire ne le dit pas pour l'instant. Non, parce qu'elle se compare à une femme Premier ministre qui, elle, s'est vue reprocher son caractère un petit peu trop festif, il faut bien le dire. Effectivement, c'est vrai qu'Anne Hidalgo se victimise. Elle a eu une comparaison un peu étonnante aussi au Conseil de Paris. Elle a parlé du voyage en début d'année qu'elle faisait à Auschwitz. Tous les ans, dit-elle. Et elle a dit que on se penchait moins sur ses déplacements à Auschwitz, peut-être parce qu'on soupçonne moins d'activités de loisirs à Auschwitz qu'à Tahiti. C'est peut-être aussi la raison. En tout cas, c'est une enquête à lire dans Factuel.media, signée par vous, Victor Lefebvre. Absolument. Et on continuera à se pencher sur ce sujet, ne serait-ce que pour voir si la justice décide d'aller plus loin ou si au contraire elle confirme ce qu'a dit le conseil de déontologie de la mairie de Paris, à savoir qu'il n'y a rien à redire à ce déplacement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fragilise la maire de Paris, puisqu'effectivement, elle a augmenté la taxe foncière en plus de 50%, et l'endettement, rappelons-le, est à hauteur de 8 milliards, il a doublé depuis son arrivée. Le timing, toujours le timing, vous disait-on. Allez, restez avec nous sur Sud Radio, l'heure libre, on se retrouve dans un instant. On va revenir sur cette affaire douloureuse qui a mis la France en feu, il faut bien le dire, puisque c'est
c'est celle qui a déclenché les fameuses émeutes il y a quelques mois. On va revenir sur la mort du jeune Naël, tué par un tir d'un policier qui a été libéré cette semaine après 140 jours de détention. Soulagement pour les syndicats de police, scandale pour d'autres. On va en débattre. Est-ce une décision juste? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Une heure d'analyse et de décryptage en partenariat avec Factuel.media sur Sud Radio, l'heure libre jusqu'à 11h tous les samedis. Nous revenons sur cette disparition qui a mis le feu aux poudres en France. C'était à la fin du mois de juin dernier. Le jeune Naël était tué d'un tir d'un policier justement qui tentait de l'appréhender. Naël était au volant d'une voiture. Il avait 17 ans. Il s'appelait Naël Merzoul. Le policier, auteur de ce tir, qui s'appelle Florian, a passé près de 140 jours en détention. Il vient tout juste d'être libéré. Scandale pour certains, notamment la maman du jeune Naël qui appelle un rassemblement demain à 15h. En revanche, soulagement pour les syndicats de police. Est-ce que la libération de ce policier est une bonne décision? On en débat avec nos deux invités qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio. Patrick Baudouin, bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président de la Ligue des droits de l'homme. Nous sommes également avec Reda Belhadj. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes porte-parole du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière pour la région Île-de-France. Vous êtes par définition le bienvenu également sur Sud Radio. D'abord, c'est vous qui suivez pour votre syndicat le dossier, si j'ose dire, de Florian, ce policier qui a été incarcéré pendant 140 jours. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait où il est et quelles sont ses conditions de liberté surveillée, tout simplement? Tout simplement, il n'a pas le droit de porter d'armes, il n'a pas le droit d'être sur la commune de Nanterre, il a un contrôle judiciaire. Maintenant, après, vous dire où il est, je peux pas, puisque on sait qu'au bout d'une semaine, suite à cette affaire, son nom et le nom de ses collègues, notamment de son binôme, ont circulé sur les réseaux sociaux. Et du coup, par mesure de protection pour lui et sa famille, on communique pas là-dessus. Vous considérez qu'il est en danger aujourd'hui? Oui, je pense qu'il est en danger, oui. Pour quelle raison? Il est en danger parce que quand on voit l'élan au niveau des délinquants qui ont commis les émeutes et tous les policiers, parce qu'il faut savoir que pendant les émeutes, vous avez beaucoup de policiers, beaucoup d'agents de police hors service qui ont fait l'objet de menaces devant leur domicile avec des individus qui sont venus sur place. Parce que maintenant, vous savez qu'avec l'identification des véhicules, certaines personnes, d'autres personnes que la police ou représentants de l'État ont accès aux adresses des particuliers, notamment des policiers. Alors ça, évidemment, on reviendra sur ce qui s'est passé pendant les émeutes. Je le rappelle, les émeutes étaient consécutives à la mort du jeune Naël. C'était un des mots d'ordre qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux, sur les murs, parfois quand c'était tagué justice pour Naël. Revenons déjà sur le cas de Florian, ce policier qui est l'auteur du tir mortel pour le jeune Naël. Est-ce que cette libération, sa libération après 140 jours de détention vous choque ou pas, Patrick Baudouin? Non, je dirais pas qu'elle me choque. D'ailleurs, faut être cohérent. Quand ce policier a été placé en détention provisoire, certains syndicats s'en sont indignés. Nous avons estimé à ce moment-là que la justice faisait son travail et que le juge des libertés de la détention avait estimé nécessaire le placement en détention provisoire de ce policier, ce qui, je pense, se justifiait pleinement au regard des critères de la mise en détention provisoire et en particulier du trouble incontestable qui pouvait en résulter pour l'ordre public, puisque c'est une des conditions, parmi les conditions requises pour justifier un placement en détention, il y a notamment le fait que ça peut entraîner des troubles sérieux à l'ordre public, y compris dans un retentissement médiatique. Est-ce que ça signifie, dans ce cas-là pour vous en tout cas, est-ce que c'est votre intuition que on l'a maintenu pendant 140 jours en détention uniquement pour éviter que les émeutes ne repartent? Non, pas seulement, je pense, parce qu'il y a d'autres critères aussi. C'est éviter qu'il puisse y avoir des pressions sur les témoins, les victimes, éviter rassembler des preuves. Enfin, il y a d'autres éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais en ce qui nous concerne, donc on a estimé aujourd'hui. Les magistrats considèrent qu'il y a lieu de le remettre en détention, de le remettre en liberté. On s'incline aussi, si vous voulez, devant la décision de justice. En tout cas, vous contestez pas cette décision de justice. Non, deux observations complémentaires, si vous voulez.
La première, c'est qu'il a tout de même fait 4 mois et demi de détention provisoire, jours, ce qui n'est pas rien, premièrement. Et deuxièmement, j'ajouterais que la Ligue des droits de l'homme n'est par principe pas très favorable à la détention provisoire. Y compris donc pour ce policier. Y compris pour nous, si vous voulez. C'est ce qui nous a fait diverger et ce qui nous a opposé à un certain nombre de syndicats de policiers, c'est qu'on considère qu'il ne doit pas y avoir de privilèges pour les policiers. La loi doit être la même pour tous, et y compris pour les policiers. Donc, mais dans un sens comme dans l'autre. À quoi a servi, d'après vous, Reda Bellage, ces 140 jours de détention? Je vais me permettre de revenir sur ce qu'a dit monsieur. Je pense qu'il est important, même dans le cadre d'une détention provisoire, de prendre le profil de la personne. Parce qu'il n'y a pas que des bons flics. Il y a aussi certaines, ils sont infimes, mais il y a des mauvais, ça arrive qu'il y ait des mauvais flics aussi, on va pas se le cacher. Mais quand on voit le profil de mon collègue Florian, c'est 10 ans de police, c'est 2 médailles acte, courage et dévouement, c'est une médaille de sécurité intérieure. C'est très rare. Moi, j'ai eu 17 ans de voie publique, pardon. J'ai jamais eu la chance d'avoir l'honneur ou la chance d'avoir été décoré. Donc pour vous, il ne méritait pas d'aller en prison? Pour moi, il méritait. Pour nous, aucun policier, dans le cas d'une action de police, je dis bien dans le cas d'une action de police, dans le cadre là d'un refus d'obtempérer, d'une action de police, c'est-à-dire qu'il est représentant de l'État, c'est-à-dire que il existe une loi qui définit le cadre légal de l'usage de l'arme de service lors d'un refus d'obtempérer. Le collègue a estimé qu'il était dans ce cadre, donc sa place. C'est contesté à ce stade. Oui, c'est contesté, mais à ce l'enquête nous le dira, et c'est à ça que sert la justice, s'il était dans son bon droit ou pas. Mais il faut savoir qu'un policier a 1 millième de seconde pour réfléchir, et ça m'embête pour le coup que je vous en veux pas, maître, mais on est là pour débattre. Comprends, voilà, mais je comprends, mais qu'on me dise que là, ce qu'on est en train de dire, c'est que je cours après un cambrioleur, il saute par la fenêtre, il a moins de 18 ans, il meurt, ou 2 cambrioleurs, parce qu'il vient de telle cité, on a peur que ça s'embrasse, du coup les collègues vont en détention provisoire, ça me dérange en fait. Parce que le flic, il essaye de faire son job. Et c'est ça qui doit être pris en considération. Je suis d'accord avec vous que les policiers n'ont pas à avoir plus de droits que les concitoyens français, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Vous demandez pas mais de privilège. Je demande pas de privilège, mais je demande l'action de police. C'est très important, l'action de police. Quand on vous entend rappeler Patrick Baudouin, et c'est intéressant, c'est le fond de l'affaire, que ce policier Florian a été maintenu pendant 140 jours en détention, notamment pour des raisons de risque de trouble à l'ordre public. Si jamais on le libérait, on peut pas s'empêcher de se dire que il y a un côté un peu bouc émissaire dans ce cas-là. C'est-à-dire que si on l'avait libéré, finalement, on aurait remis le feu au quartier. Non, je crois que là où je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut tenir compte, évidemment, de la personnalité de la personne qui se trouve poursuivie. Et je pense d'ailleurs que dans la décision de mise en liberté qui a été prise, il en a été tenu compte. Sinon, il serait resté vraisemblablement plus longtemps en détention provisoire. Ce qui aurait été particulièrement long. Ce qui aurait été particulièrement long. Mais je rappelle quand même qu'il s'agit d'un meurtre. Et où je diverge, c'est quand même, j'entends que ce policier, je suis pas là pour juger son passé professionnel. Et je vous crois quand vous indiquez que c'est un policier qui jusque-là était irréprochable. Mais il n'empêche qu'il y a une gravité des faits qui est incontestable. Il y a quand même eu des images qui sont dévastatrices sur le tir de ce policier qui conduit quand même à la mort du jeune Naël. Alors, j'entends que c'est la présomption d'innocence aussi qui doit être maintenue. Je suis avocat, j'y suis extrêmement attaché. Mais il n'empêche que dans les éléments dont on dispose pour l'instant, il y a une extrême gravité des faits qui sont reprochés, qui paraissent quand même, si ce n'est établis, en tout cas fortement présumés. Donc il y a cet élément qui nécessairement devait être pris en cause, je pense, pris en compte par les magistrats. Oui. C'est pas parce que, si vous voulez, on a été irréprochable pendant toute sa vie précédente qu'on n'est pas, ça s'est produit à d'autres reprises amené avec d'autres. Et je parle pas, voilà, amené à commettre. Je parlais de ça dans le sens des garanties apportées à la justice. Excusez-moi, j'ai pas précisé. Je parlais par rapport au sens garantie. Là, on n'est pas face à un délinquant multirécidiviste. D'accord. C'est dans ce sens-là. Je vous ai raison. J'ai pas précisé. Revenons quand même aux faits qui ont amené la mort du jeune Naël. C'était à la fin du mois de juin dernier, juste avant le déclenchement donc de ces émeutes. À quelle distance à peu près, Florian, ce policier, se trouve de Naël qui est au volant quand il ouvre le feu sur lui? Écoutez, je vais pas vous cacher, il y a une enquête qui est en cours. Je pense que la justice doit faire son travail. Il est pas si loin. Oui. Le sens Ce que je peux vous dire, c'est que dans l'esprit du policier, puisque la vidéo, elle est toujours difficile. Moi aussi, elle m'a choqué.
Moi aussi, je me suis retrouvé dans ce type de situation, mais on s'est tous posé chaque flic de France. Non, mais c'est important. Vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, c'est-à-dire que vous pointez votre arme sur quelqu'un, un conducteur. Oui, mais l'individu s'est arrêté. Et l'individu s'est arrêté. Et voilà. À ce moment-là, est-ce que vous auriez tiré s'il avait continué à avancer? Écoutez, si j'estimais que j'étais dans mon bon droit, j'aurais sûrement fait. Oui, ça m'est arrivé malheureusement de me retrouver nez à nez braqué par un individu. Moi, je le braquais. J'ai vu que l'arme était argentée, donc je me suis dit c'est peut-être une arme factice, mais le gars a eu peur, a acheté son arme tout de suite. Mais j'aurais pu tirer, j'étais en légitime défense et j'aurais tué quelqu'un. Mais bon, voilà, je veux dire, c'est le risque, c'est malheureusement le risque de notre métier en fait. D'avoir vous servir de l'arme, ça, on est tous d'accord. Quand ce policier dit qu'il n'avait pas l'intention de donner la mort à Naël, c'est ce qu'il dit à ce stade, on est bien d'accord. Vous le croyez dans votre position de policier qui aurait pu se retrouver à sa place ou pas? Mais bien sûr, vous imaginez, vous êtes policier sur le terrain, vous enlevez la vie à quelqu'un, vous savez déjà quelles conséquences ça va avoir sur la personne sur laquelle vous tirez, les conséquences sur sa famille, et vous savez surtout, ça a peut-être choqué certaines personnes, mais moi je suis désolé, je me dis ce soir c'est ce qui a été le cas, je reverrai pas ma femme et je reverrai pas mes enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous agissez dans la peur, c'est pour ça que les lois existent. Les lois elles existent pour pouvoir donner les outils aux policiers de pouvoir se défendre par rapport à une loi que l'État veut qu'on applique. Dans quel cas d'ailleurs les policiers doivent ou non se servir de leur arme? Est-ce que c'est facile à déterminer? D'ailleurs, c'est un vieux débat, Patrick Baudouin. Oui, c'est un vieux débat. Nous, ce que nous avons contesté, vous le savez aussi, c'est la faculté supplémentaire qui, par une loi de 2017, a été accordée aux policiers de faire usage de leurs armes justement dans le cas de contrôle routier. Parce que dans ce texte, il est dit que le policier peut faire usage de son arme au cas où il y a fuite de la part du conducteur et susceptible d'entraîner des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique, soit des policiers, soit de tiers. Mais le mot susceptible est lui-même un mot dangereux parce que il laisse une marge à l'appréciation. Ce que je voudrais juste dire pour terminer sur la légitime défense, c'est qu'elle doit être proportionnelle. C'est-à-dire qu'il faut voir la menace qui pèse sur le policier et est-ce que la réponse qu'il apporte est proportionnée. Et dans le cas quand même de la mort du jeune Naël, les images qu'on voit en tout cas sur cette vidéo, mais encore une fois, c'est l'enquête qui déterminera. C'est jamais qu'une vidéo, mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que c'est cette vidéo que la France a vue. Cette vidéo donne l'impression que le policier n'est pas en danger. Voilà, mais c'est tout. J'en dis pas plus. On va en reparler justement dans quel cadre et dans quelles circonstances les policiers sont censés se servir de leur arme. Se sert-on de plus en plus de son arme quand on est policier en France aujourd'hui? On en parle dans l'heure libre avec nos deux invités dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre. 10h-11h. Le décryptage et l'analyse de l'actualité de la semaine sur Sud Radio en partenariat avec Factuel.media. C'est l'heure libre comme tous les samedis jusqu'à 11h. On est avec nos deux invités. Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme. Nous sommes également avec Reda Belhadj, porte-parole du syndicat Unité SGP Police Force ouvrière pour l'Île-de-France. Avec cette question, est-ce que la justice a bien fait de remettre en liberté le policier qui est l'auteur du tir qui a coûté la vie au jeune Naël à la fin du mois de juin dernier, mort qui a déclenché les émeutes qui ont embrasé la France pendant des jours. Question subsidiaire, puisque fondamentalement, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que ce policier avait bien fait de se servir de son arme? La justice y répondra. Et autre question, est-ce que les policiers sont de plus en plus amenés à se servir de leur arme? Dans quel cas sont-ils autorisés à se servir de leur arme? Reda Belhadj, combien de fois vous êtes-vous servi de votre arme dans votre carrière? Alors j'ai jamais tiré pour rien cacher. J'ai jamais fait, à part l'entraînement évidemment, mais par contre oui, comme je travaillais de nuit, la nuit c'est beaucoup plus complexe pour arriver à voir si un individu essaie d'attraper son arme ou un objet. On n'arrive pas à faire trop la différence. Donc c'est vrai que très souvent on faisait la sortie d'arme. Par contre, selon les circonstances, vous faisiez la sortie d'armes, c'est-à-dire plus souvent sur des contrôles de véhicules, pas un profil, mais selon le comportement d'un individu, parce que là les images, on commence à avoir des images qui sortent dans le cadre de l'affaire Naël. J'aime pas l'appeler l'affaire Naël, je préfère l'appeler Florian, parce que pour nous policiers, je pense qu'il y aura un après et un avant. Il y aurait eu un avant et un après affaire Florian. Je le pense sincèrement, parce qu'aujourd'hui beaucoup de policiers, dont Anthony, dont je vais vous parler juste après, se demandent, ne se serviront plus jamais de leur arme. Non, mais le pire, c'est est-ce que je dois faire mon travail ou pas à un moment? Voilà, parce qu'à partir du moment où vous choisissez d'intercepter la personne, vous pouvez
difficilement garder le contrôle. Alors, ce que vous dites malgré tout, c'est que, alors là, vous revenez sur la scène qui a coûté la vie à Naël. Ça veut dire que pour vous, en tout cas, Florian, votre collègue, quand il a ouvert le feu sur Naël, occasionnant sa mort, il a fait son travail. Je pense que, alors c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense qu'il était dans le cadre de la loi de la sécurité intérieure. La loi lui demandant de se servir de son arme quand il y a un danger pour lui ou pour autrui. Oui. Pour vous, il a fait son travail. Oui, il a fait son travail. Maintenant, est-ce que l'enquête nous dira et la justice délibérera là-dessus, savoir si l'arme était bien positionnée, s'il avait pas son audition dira s'il avait le doigt sur la gâchette ou pas, le contexte aussi qui fait que c'est tout. Et ce qui a pu se passer avant les quelques après, c'est sûr que le plus simple, mais ça sera dans le monde des bisounours. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais j'espère qu'un jour ça arrivera parce que ça touche l'usage des armes. C'est l'accroissement de violence. Il y a juste un moment où les parents, les différentes personnes qui interviennent dans la société, qu'ils soient publics, privés, il y a un refus d'obtempérer, policier fait les injonctions, on s'arrête. Et donc vous êtes de plus en plus amené, en tout cas aujourd'hui, c'est ce que vous nous dites, bien sûr, à sortir votre arme. Et encore davantage la nuit parce que vous avez plus peur qu'on sorte quelque chose. Oui, bien sûr, et puis c'est prévu. Et puis dans le cas du refus d'obtempérer, c'est prévu. Alors c'est difficile de parler d'un mort parce que ça reste un gamin. Moi je suis père de famille aussi. Mais le week-end d'avant, le jeune Naël a fait une garde à vue pour exactement les mêmes faits. Donc à un moment, c'est compliqué, le rôle de chacun des partenaires, des associations, des grands frères, de ce que vous voulez, de l'État, ou des parents, mais le gamin il reprend une bagnole 2 jours après, quoi. Patrick Baudouin. Oui, on observe quand même. Si on prend l'année, cette année, je pense qu'en définitive, enfin, on n'est pas tout à fait encore en fin d'année, il y en aura moins. Mais si on prend l'année précédente, c'est-à-dire l'année 2022, sauf erreur, il y a eu 13 morts dans le cadre de ce qu'on appelle les refus d'obtempérer. Ce sont à chaque fois des profils assez similaires, c'est-à-dire des jeunes, racisés, on va dire. C'est-à-dire qui sont d'origine... qui s'appellent Mohamed ou qui s'appellent Rachid, ce que vous dites. Oui, et qui ne s'arrêtent pas. Oui, alors, je vais y venir, je vous rassure. Je suis pas en train de vous dire que le refus d'obtempérer, c'est bien, c'est un délit, bon, et ça doit être poursuivi. Maintenant, la question qui se pose, là aussi, c'est la proportionnalité et l'interrogation qu'on peut avoir quand même sur le nombre de victimes. Est-ce que... alors, sauf bien sûr, et ça les enquêtes le disent, lorsque le policier voit sa vie menacée ou son intégrité physique, il est évident que là... Ou celle des autres. Ou celle des autres, bien sûr. C'est ce que dit le texte, sauf que... c'est l'argument notamment de Florian qui explique que Naël était dangereux au volant de cette voiture. Oui, mais ça ne transparaît pas en tout cas des images qu'on a vues. C'est ça que je veux dire. C'est ce que l'enquête déterminera et on est tous d'accord là-dessus. Déterminera. Parce que si on voit les images, il faut reconnaître, c'est aussi ce qui a suscité la révolte, il faut quand même le rappeler, dans les banlieues, dans les quartiers populaires, c'est que l'impression qu'on a quand on regarde les images, c'est que ce tir, on a tiré de manière inutile. C'est-à-dire qu'on aurait pu préserver, je parle des images qui ont été diffusées, préserver la vie de ce jeune garçon. Et ce sont quand même des jeunes. Et la question, si vous voulez, qu'on peut quand même aussi se poser, au-delà de la légitime défense du policier, c'est de dire, est-ce que quand il y a un refus d'obtempérer, c'est-à-dire un véhicule qui prend la fuite, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, dans certains cas, le laisser prendre la fuite, sauf s'il est dangereux? Ça, c'est un autre débat, mais j'aimerais d'abord revenir sur le début de votre propos, parce que c'est important. Oui, allez-y. Vous avez parlé de ces jeunes, vous dites racisés, qui est une expression que vous employez, en gros, jeunes d'origine étrangère et plus spécifiquement d'Afrique ou d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord. Il se trouve que je m'appelle Jean-Marie, c'est pas mon cas. Il se trouve que vous appelez Patrick, c'est pas votre cas. En revanche, c'est le cas de notre invité Reda Belhadj, par définition, et vous êtes en même temps policier. Vous dites que les policiers tirent plus souvent sur des jeunes qui viennent d'Afrique du Nord ou qui sont originaires lointainement d'Afrique du Nord et d'Afrique. Vous le maintenez, ce propos? Je le dirais pas sous cette forme. Ne me faites pas dire ce que... C'est pour ça que je vous propose de le reformuler, de le préciser. Non, ce que je dis, ce que nous disons à la Ligue des droits de l'homme depuis très longtemps, c'est que du fait notamment d'une insuffisance de formation des policiers, largement, il y a beaucoup de racisme dans la police. Ça, nous le dénonçons depuis très longtemps. Et donc, ça veut dire qu'il y a une tendance. Regardez le nombre, c'est statistique, c'est pas moi qui parle là, c'est par exemple la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est toute une série d'institutions qui viennent vous dire que le risque d'être contrôlé est beaucoup plus important si vous avez un visage qui n'est pas le mien et qui est un peu plus foncé et c'est pas normal, c'est pas justifié. Laissez-moi juste terminer. Allez-y. C'est pas justifié par le niveau de délinquance lui-même, si vous voulez. Parce que là aussi, il faut quand même rectifier quelque chose, c'est l'assimilation
Alors ça, c'est un autre débat, on y reviendra. Non, oui, mais il recoupe celui-là. Non, mais je peux comprendre, mais quand on parle de la délinquance et des 13 morts occasionnés par des refus d'obtempérer, on est déjà dans la délinquance. Oui. Il n'y a pas de débat sur Est-ce que les refus d'obtempérer, est-ce qu'ils seraient spécifiques à comme je le disais tout à l'heure, à des personnes racisées? Non, je pense qu'il y a beaucoup d'autres refus d'obtempérer. Moi, j'ai un de mes amis, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit j'ai eu peur. Et j'ai eu peur, et je vous assure qu'il était. La question que je vous pose, il s'appelait sans doute Bernard ou Fernand. Il a pris la fuite parce qu'il a eu peur du policier. Donc ça arrive. Mais est-ce que vous sous-entendez que la police tire plus souvent sur des jeunes qui s'appellent Rachid, Naël ou Mohamed? Je constate simplement qu'en 2000. Je veux juste vous faire préciser votre propos, qu'on puisse répondre sur quelque chose de concret. Je constate qu'il y a eu 13 personnes qui ont été tuées, 13 jeunes, et qu'ils étaient tous racisés, pour reprendre l'expression commode, parce qu'on ne va pas dire une nationalité précise ou une autre. Ils sont probablement tous français d'ailleurs. Pour le coup, moi, c'est plus des propos qui me choquent. Allez-y. Maintenant, je vais revenir sur je vais essayer de rester objectif. J'ai un peu de mal, mais on n'est pas objectif. Mais non, mais je suis obligé sur Sud Radio. Je suis obligé. J'ai travaillé 7 ans à Saint-Maur. Je connais un peu Neuilly-sur-Seine. À Saint-Maur, oui, excusez-moi, maître. Je contrôlais 80% des gens que je contrôlais. Ils étaient type européens. J'ai travaillé à Champigny pendant 1 an et demi, 2 ans. 80% des gens que je contrôlais, ils étaient nord-africains ou africains. C'est-à-dire que c'est pas la police qui décide de la politique de la ville, en fait. C'est pas la police qui choisit de parquer certaines personnes. Je vais pas faire un débat politique. Voilà, mais en fait, c'est ça que je veux dire. Et je trouve que vos propos ils sont graves, parce que on a l'impression qu'en fait, on tire sur des gens parce qu'ils sont black, pas blancs, et qui sont beurre. Et c'est plutôt un discours venant d'un avocat ou quelqu'un qui a quand même une certaine expérience de vous. Je trouve ça assez choquant. Moi, je sais que ça fait 25 ans que je suis dans la police. J'ai jamais été victime de racisme. Aujourd'hui, je suis au syndicat parce que j'ai tendance à pas me laisser faire. C'est pour ça que j'avais des prédispositions pour ça. Et non, pas du tout. Je vous dis que on apprend maintenant. Je pense que oui, il y a des gens qui ont des idées dans la police. Ça, c'est sûr. Mais quand vous portez votre tenue ou votre brassard, vous représentez la République. Il n'y a pas plus de racisme et pour vous dans la police contrôlé, monsieur. On a des caméras maintenant. On a le RIO. On a la passerelle le numéro d'identification d'IGPN pour signaler, pour faire des signalements. Je veux dire, à un moment, on choisit pas les gens qu'on contrôle. On se lève pas le matin en disant tiens, aujourd'hui je vais tirer sur un tel. Enfin, excusez-moi, mais pour moi ça me touche parce que vous savez, je vais pas vous mentir que oui. Bien sûr que j'ai dû m'intégrer parce que moi, ça fait 25 ans, donc ça fait quand même quelques années. Quand je suis arrivé, c'est vrai qu'il y avait pas il y avait un petit peu, mais il y avait pas cette multiculture. Et il faut savoir qu'à l'époque, on avait des problématiques avec, on va partir dans des débats, mais c'est toujours intéressant, avec le Front islamique du salut, avec les attentats C'était en Algérie. Oui, mais vous aviez les attentats dans les RER-A, donc ça veut dire que les gens qui rentraient dans la police, qui étaient nord-africains, étaient recrutés pour faire les écoutes téléphoniques. Même moi, on me l'a proposé. Mais après, une fois que ces choses a été, on va dire, entre guillemets, réglées au niveau terrorisme, à l'époque, on a commencé à avoir cette multiculture. Et je trouve justement que dans la police, ce qui est magnifique, c'est que vous avez des gens qui ont des religions différentes, des cultures différentes et des couleurs différentes. Et vous n'avez pas de collègues qui ouvrent le feu? Par vos propos, vous remettez en question un peu ça, et ça me dérange, mais vous avez le droit de le dire, il n'y a pas de souci. Et vous avez le droit de dire que ça vous dérange, mais vous n'avez pas de collègues pour vous qui ouvrent le feu sur des jeunes au prétexte. Jamais de la vie, en fait. Moi, j'ai pas dit au prétexte. Attention, voilà, c'est ça qu'il faut quand même rectifier. Je ne dis pas au prétexte. Je fais un constat. Un constat, et par ailleurs, où je suis pas d'accord avec vous, si vous le permettez. Par exemple, vous parlez du RIO, ça c'est un exemple à part. Le numéro d'identification des policiers. C'est le numéro d'identification des policiers, sauf qu'il y en a beaucoup, ça c'est suffisamment dénoncé et documenté qu'ils ne le font pas. Il y en a qui le font, qui le mettent très bien. De la même manière, si vous voulez. Vous le savez très bien, je suis pas en train de vous dire que la police est raciste. Jamais je ne dirais ça. Non, pas du tout. Je vous dis qu'il y a beaucoup de policiers dans votre corps. C'est pas moi qui le dis, il y a eu suffisamment. J'étais reçu il y a quelques jours au ministère de des Solidarités. Il y a beaucoup de policiers qui... Il y a beaucoup de racisme chez certains policiers. Il y a plus pour vous de racisme, Patrick Baudouin, dans la police que dans le reste de la population? Alors le reste de la population, vous savez qu'on le discute beaucoup, savoir... on discute à tous les étages. On discute. Il est statistiquement avéré par toute une série d'enquêtes que dans la police, il y a du racisme. C'est pas moi qui le dis en tant qu'avocat. C'est un constat. Et à tel point qu'il y a un plan racisme qui a été lancé
publié en début d'année par le gouvernement et qui prévoit justement beaucoup de formations insuffisamment à mon gré vis-à-vis de policiers. Alors il y en a beaucoup, monsieur, en face de moi, j'entends votre discours et votre expérience et comment vous dire, je me sens en sympathie avec vous, je le dis. C'est pas toujours le cas face à certains de vos collègues avec lesquels j'ai débattu, qui sont sur des positions beaucoup plus strictes et beaucoup moins tolérantes. Parce que ce qu'il faut admettre... Comprenez bien, moi je suis pas à charge, j'ai horreur de ça. Dans mon métier, il y a des, comment vous dire, il y a des avocats qui ne mériteraient pas de porter la robe, si vous voulez. Ben, il y a des policiers qui certainement ne le méritent pas non plus. Et c'est documenté, c'est pas moi qui le dis, c'est des analyses qui émanent aussi d'enquêtes qui sont faites par exemple, par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, qui dénoncent dans la police française un certain nombre de... Et enfin, je vous rejoins, un certain nombre de comportements donc qui touchent au racisme, et d'autre part, où je vous rejoins, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que tout ça est très politique. Ouais. C'est pas la police que j'incrimine. C'est principalement une politique, et notamment la politique de la ville. Et ça, on sera amené à en reparler à terme, notamment dans l'heure libre sur Sud Radio. Le mot de la fin pour vous, Reda Bellach. Je le disais, rassemblement à l'appel de la mère du jeune Naël contre la libération de votre collègue Florian. Est-ce que vous redoutez des débordements ? Bien sûr, vous redoutez toujours des débordements. Bon, pour le coup, après la libération de Florian, on a eu quelques feux de poubelle sur la circonscription de Nanterre, mais pas plus. Et on s'en réjouit. Ce qui m'inquiète dans la vidéo, en tout cas que j'ai vue moi, c'est que justement, la mère de Naël fait part de, je crois qu'elle parle de noir et d'arabe. Là, par contre, on commence à faire des mélanges qui risquent d'attiser encore une fois une colère chez certains, et on va dire parce que vous savez, c'est la pyramide de Maslow, besoin d'appartenance, et du coup des gens qui pourraient rentrer dans cette manifestation, non pas manifester pour la mort d'un jeune de 17 ans, mais manifester par rapport au fait qu'il était d'une autre origine. Et là ça commence à être un problème. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression. Donc là on repolitise un peu en quelque sorte la chose. On l'a vu lors de la première manif avec la participation du comité Adama Traoré. Et là, on reconnaît un peu peut-être les marques, et là, ça devient inquiétant. Et en tout cas, vous vous inquiétez de la tournure que prennent les choses. Merci à tous les deux d'être venus débattre en toute courtoisie sur Sud Radio dans l'heure libre. Je le rappelle, Reda Bellach, porte-parole du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière pour la région Île-de-France, et Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme. Tiens, on parlait de la police, on va parler du premier de vos collègues, votre ministre Reda Bellach dans un instant, Gérald Darmanin. Il parle beaucoup et se vante de ses résultats, et notamment des expulsions de clandestins. Est-ce qu'il parle beaucoup pour ne rien faire? C'est ce qu'on va voir avec un de vos anciens collègues qui publie une lettre ouverte à son adresse. C'est dans l'heure libre, c'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. C'est votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse approfondie et de décryptage de l'actualité sur Sud Radio, l'heure libre, en partenariat avec Factuel.media. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle-t-il beaucoup, plus qu'il n'agit? C'est la question qu'on va se poser avec notre invité. Nous sommes avec Alexis Faux. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes commissaire de police en retraite. Vous avez une longue carrière de policier derrière vous qui passe par tous les échelons. Vous avez intégré les rangs de la police en 1982. C'était une autre époque, clairement. En qualité de gardien de la paix à l'époque, vous avez donc gravi les échelons. Vous tenez sur Factuel un blog dans lequel vous décryptez notamment les enjeux de sécurité et de droit autour notamment de la police. Tiens, votre dernier article, votre dernier billet, il concerne la sécurité juridique des policiers en intervention. En gros, dans quel cas ils peuvent être sûrs de servir de leur arme sans risquer quoi que ce soit. On est d'accord ? Pas obligatoirement de se servir de son arme, mais moi j'ai constaté qu'un certain nombre de textes, et notamment les textes auxquels il a été fait référence tout à l'heure, l'article 435-1, me semble-t-il, du Code de la sécurité intérieure, de l'usage des armes dans le cadre du refus d'obtempérer. Oui. Bon, le texte est particulièrement imprécis. Il nous donne le droit de tirer à un policier, et en même temps, il faut qu'il apprécie un certain nombre d'éléments. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment proportionné? On peut pas faire ça, c'est pas possible. Dans le feu de l'action, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de peser le pour et le contre et de tout analyser. Donc pour vous, faut changer. Il faut changer le texte, il faut que le texte soit plus précis. Soit on a le droit de tirer, soit on n'a pas le droit. Voilà, exactement. Soit on a le droit de tirer, soit on n'a pas le droit de tirer. Et en tout cas, là, il faut l'écrire. Il faut l'écrire, c'est tout, c'est pas compliqué. Donc vous demandez une nouvelle loi. Une nouvelle loi, ou peut-être aussi d'autres moyens. Dans le temps, on avait les herses pour arrêter les véhicules. Pourquoi on les a plus ?
Parce qu'il paraît que c'est trop dangereux, puisqu'à partir du moment où un type roule sur une herse, il perd le contrôle de son véhicule. Donc, on tourne en rond. Oui, on tourne en rond et effectivement, sauf le véhicule qui lui va dans le mur. C'est le risque aussi. On va parler de votre lettre ouverte qui s'adresse à Gérald Darmanin, notamment ce ministre de l'Intérieur qui se targue de résultats substantiels en matière d'expulsion d'immigrés clandestins. Vous dites qu'il parle beaucoup, mais qu'il n'agit pas assez. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'historique de votre carrière. Vous êtes entré dans la police en 1982. Je vous voyais trépigner pendant le débat qui nous occupait dans l'heure libre il y a quelques instants, quand vous entendiez notamment Patrick Beaudoin, président de la Ligue des droits de l'homme, parler de jeunes racisés qui seraient plus souvent contrôlés que les autres. Alors vous avez eu le temps de voir aussi le visage de la délinquance évoluer. La France de 82 n'était pas la même que celle de 2023. Qu'est-ce qui a changé en matière de délinquance? Alors, ce qui a changé particulièrement, de toute façon, on peut pas nier que la population française a été profondément modifiée par l'immigration. C'est pas un terme péjoratif, loin de là, dans mon esprit. Mais c'est comme ça depuis 1962. Tous les pays, les anciennes colonies françaises sont indépendantes, mais il y a eu un mouvement de migration et la population a changé. Bon, moi, j'y suis pour rien. Il y avait de l'immigration avant d'ailleurs, mais qui venait d'autres régions. Mais qui venait plutôt d'Europe, d'Italie, d'Espagne. Portugal, Espagne, et ainsi de suite. Donc maintenant, quand j'entend dire effectivement que les tirs sont racisés, moi ça me fait peur. Je connais la police depuis 41 ans, avant qu'il y ait des beurs, pour faire simple, comme disait le collègue tout à l'heure. Il y avait des Antillais. Moi, j'ai pas connu le racisme dans la police et je disais tout à l'heure, il y a des cons partout, mais il y en a très peu chez nous. Bon, il y en a eu en tout cas, ça a été documenté. Il y en a eu, mais il y en a partout, des chez les pompiers, chez les médecins, partout. Et ça n'a pas changé. Imaginons qu'un de vos collègues soit pris en flagrant délit d'insultes racistes, par exemple, sur une vidéo ou autre. Qu'est-ce qu'il risque? Il risque la porte, tout simplement. Hein. Moi, j'ai travaillé à l'IGPN. J'ai été directeur d'enquête à l'IGPN. La police des polices au niveau national. Des histoires de racisme, j'en ai pratiquement, je me souviens pas en avoir traité. C'est quoi les affaires que vous avez traitées? C'est des collègues qui font feu, des types qui font feu, des types qui font du trafic de stupes, et ainsi de suite. Enfin, qui donnent des renseignements aux voyous. C'est des mecs qui, c'est des pourris, il faut les virer. Bon, un raciste, c'est un pourri, faut le virer. Il y a pas de secret. On n'a pas à garder chez nous quelqu'un qui n'applique pas ou qui ne respecte pas les principes et les valeurs de la République pour lesquels il travaille. C'est impossible. Eh bien, le message est passé. On est sur Sud Radio. Parlons vrai. Parlons maintenant vrai de Gérald Darmanin. Vous publiez une lettre ouverte à son intention. Pour quelle raison? Alors, la lettre ouverte au ministre de l'Intérieur, c'est en fait un constat. Effectivement, moi, j'ai été satisfait de constater que on commençait à virer des gens, à les renvoyer chez eux parce qu'ils étaient fichés S. Moi, je serais plus radical. Tous les fichés S n'ont plus rien à foutre à la maison, quoi. Faut les virer. Point. S'ils sont potentiellement terroristes, on n'a aucune espèce de raison de les garder. Précision, avant ça, malgré tout, vous le disiez vous-même, vous avez été policier, tous les fichiers S ne sont pas soupçonnés de radicalisation. Non, il y a des activistes, il y a des syndicalistes, et un certain nombre d'ailleurs de ces fichiers S sont de nationalité française et n'ont même pas de double nationalité. Donc là, vous faites référence plus précisément à ceux des fichiers S qui, d'une part, ont une autre nationalité que la nationalité française, mais qui en plus sont soupçonnés de radicalisation islamiste. Voilà, tout simplement. Moi, je vise ces gens-là particulièrement. Et de toute façon, il faudrait peut-être pousser le bouchon un peu plus loin. Je suis pas spécialement pour Bardella ou pour qui que ce soit. La politique, ça m'intéresse pas beaucoup. C'est le président du Rassemblement national. Ouais, ce qu'il a dit, c'est qu'il faut faire bouger la loi. Il faut bouger un peu tout ça. Bah oui, effectivement, quand en France, on applique des lois qui aujourd'hui nous sont dictées par les positions de la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme de 1948, il y a un problème. Que la France a ratifié. Voilà, non, mais c'est un problème, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui? Il faut, à mon avis, il faudra, de toute façon, ça, c'est pas de mon ressort, mais je pense qu'effectivement, M. Darmanin a un gros travail à fournir en termes d'adaptation de la loi pour qu'il parvienne à ses objectifs. C'est tout. Est-ce que c'est du ressort du ministre de l'Intérieur que de changer tout cela ou pas?
Il est en droit de proposer des lois, enfin même pas, ça s'appelle des projets de loi quand ça vient du gouvernement. Est-ce que vous lui reprochez de beaucoup parler et de ne pas beaucoup agir? Non, je sais pas si on peut dire ça. Il parle beaucoup, effectivement, mais il agit aussi. Ça fait partie des rares personnages. J'en ai parlé, je l'ai dit, je l'ai écrit. Ça fait partie des rares personnages malgré tout qui fait quelque chose. Après, il y en a d'autres qui ont fait des promesses et qui les ont pas tenues. Mais je suis pas là pour faire de la politique, ça m'intéresse pas. Ce que je souhaite, moi, c'est que les gens s'y retrouvent dans le fait que la France doit être sécurisée. Moi, ce que je crains, imaginez un peu ce qui risque de nous arriver aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui peut nous arriver aux Jeux Olympiques? Ce qui fait peur, ça fait peur. Hein. Il suffit de regarder un peu ce qui s'est passé. Rappelez-vous l'attentat de Boston. Oui, c'était pendant un marathon. On va le rappeler. C'était aux États-Unis, l'arrivée du marathon. Quand vous voyez les coureurs arriver, juste précisément sur la ligne d'arrivée, une explosion a lieu dans le public. Plusieurs victimes, évidemment. Elle avait été déclenchée par un jeune Américain d'origine tchétchène. Deux Américains d'origine tchétchène. Bon, vous craignez la même chose ici, sauf que vos collègues en ce moment, ils sont en train de tout faire pour l'éviter. On est en train de tout faire pour l'éviter, bien évidemment. Et heureusement, la police, les services de renseignement, tout le monde est sur le qui-vive. Je pense que Monsieur Darmanin, de ce point de vue-là, a bien conscience du fait que les Jeux Olympiques, on peut pas se permettre qu'il y ait un attentat. Par contre, un individu déterminé qui se fout de perdre la vie parce que pour des raisons religieuses, politiques, tout ce que vous voulez, vous pourrez pas l'arrêter. Non, on pourra pas l'arrêter. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut dans ce cas-là donner aussi aux policiers la possibilité de tirer quand c'est nécessaire. C'est pas compliqué. Et pour vous, ils ne l'ont pas à ce stade? Non, on l'a pas. En tout cas pas suffisamment. Quand on prend, excusez-moi, je vous coupe, mais quand on prend l'opération, ça y est, ça m'échappe, les militaires qui sont en France là. L'opération Sentinelle. Voilà. Plus de 10 000 policiers, militaires, pardonnez-moi, qui sont dans l'espace public. À chaque fois que des militaires ont été approchés par quelqu'un qui voulait s'en prendre à eux, et notamment un radicalisé ou alors un terroriste. À chaque fois, ils ont ouvert le feu. Tant mieux. Moi, je n'ai pas d'état d'âme sur le sujet. Hein. Par contre, moi, ce que je regrette, c'est que ce sont des garçons et des filles qui effectivement patrouillent, mais auxquels on n'a donné aucun pouvoir judiciaire qui leur permette de contrôler un individu, faire un contrôle d'identité, et les contrôles d'identité tellement décriés. Sauf que c'est l'armée, effectivement. Mais bon, il suffit de faire une loi. Vraisemblablement, pour leur donner pendant un temps certain, ou un certain temps, un pouvoir judiciaire d'APJ20 qui permettra de fouiller un sac sous l'autorité d'un officier de police judiciaire. Ceci dit, vous êtes policier, ça a été toute votre vie et toute votre carrière. Vous en êtes aujourd'hui réduit, si j'ose dire, à espérer qu'on donne davantage de pouvoir à l'armée dans l'espace public. Un policier qui se retourne vers l'armée, ça pose question quand même. Qu'est-ce que ça dit de la situation dans laquelle on se trouve? Non, mais c'est intéressant quand même. Non, vous allez un peu loin. Vous allez un peu loin. Je vais pas loin. Vous dites que c'est dommage que, contrairement aux policiers, les militaires puissent pas faire ce que vous deviez faire aussi, c'est-à-dire contrôler l'identité. Vous avez donc besoin de renforts et vous dites que l'armée, ce serait pas mal. C'est une vraie question. On veut lutter contre le terrorisme. Si on a 10 000 militaires sur la région parisienne qui finalement patrouillent sans pouvoir intervenir, sans pouvoir faire du contrôle préventif et ainsi de suite, à quoi ça sert? C'est pour faire beau. Et en tout cas, vos questions, vous les posez sur votre blog, sur factuel.media. Merci beaucoup, Frédéric Faux, d'être intervenu sur Sud Radio. Alexis Faux, pardonnez-moi, d'être intervenu sur Sud Radio. J'étais en train de lire votre RIO, votre numéro d'identification. Ça devait être pour ça, je me suis trompé d'un chiffre. On va se retrouver samedi prochain en compagnie de Stéphane Simon pour un nouveau numéro de l'heure libre. D'ici là, l'analyse, le décryptage, c'est aussi sur factuel.media, sur sudradio.fr également, en podcast notamment. À suivre sur Sud Radio. Tiens, vous avez des collègues qui s'occupent aussi du contrôle routier. Frédéric Faux, Alexis Faux, pardonnez-moi. Eh bien, on va parler de ces retraits de points dans un instant. Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault, on parle auto. On va parler de ce que vous risquez si vous faites un petit excès de vitesse de moins de 5 km/h. Sachez-le, à partir du 1er janvier, normalement, vous perdrez plus de points. Question, est-ce que vous devez attendre un mois avant de payer votre amende? Comme ça vous évitera d'en perdre. Eh bien, on vous donne la réponse dans quelques instants.